Nouveau rendez-vous de l'actualité nationale et internationale sur Eden Télévision. Bienvenue à tous et merci de nous préférer. Au sommaire de cette édition, le Bénin est-il ou non en passe d'organiser un référendum au sujet de l'amendement de la Constitution? Dans quelles conditions et avec quelles perspectives? Vous suivrez dans ce journal une analyse de la rédaction d'Eden TV et de Diaspora FM. Justement, nous suivrons également dans cette édition quelques citoyens qui ont bien voulu révéler la position qu'ils adopteront en cas d'organisation de ce référendum. Et puis, l'Assemblée nationale n'a pas que voté l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 ces derniers jours. Il a également été question du projet de loi de règlement définitif des budgets de l'État, exercice 2015 et 2016. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Vous le savez déjà, avec 62 voix en faveur de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du Bénin, l'Assemblée nationale vient d'ouvrir la voie à l'organisation d'un référendum à cet effet. Mais avant que cette ultime option pour amender la Constitution ne devienne effective, plusieurs étapes doivent encore être franchies. Voici à ce propos une analyse de la rédaction d'Eden TV et Diaspora FM, signée Fréjus Serlan et Denis Marouya. Après la recevabilité à l'Assemblée nationale de la loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 et le blocage de son adoption par voie parlementaire, le référendum est désormais la seule issue. Mais sur toutes les lèvres, une question revient. Peut-on organiser le référendum? En principe, pour pouvoir organiser un référendum, il faut passer par la première session ordinaire qui tient généralement entre le premier trimestre et la fin du deuxième trimestre de l'année. Et nous avons déjà bouclé la session ordinaire la première session ordinaire pour le compte de l'année 2018. Donc, a priori, normalement, c'est en 2019 qu'on pourra engager le processus d'organisation du référendum. Il y a une disposition de la loi référendaire elle-même qui dit qu'il faut convoquer le corps électoral pour le référendum 120 jours avant le référendum. Donc ça fait techniquement 4 mois avant le référendum. Nous n'avons pas une liste électorale actualisée selon le code électoral. Le coût qui avoisinerait plusieurs milliards de francs CFA est évoqué, mais aussi le sentiment du gâchis à investir une fortune pour modifier 4 points d'une constitution qui pourtant mérite un plus large toilettage. Quant à la barrière que constitue la loi référendaire, le jeu politique peut encore tout changer. L'un des députés a annoncé qu'ils vont modifier la loi référendaire pour limiter ou bien pour réduire le temps de convocation du corps électoral. Ils arrivent à sauter le verrou de la loi tout de suite. C'est qu'ils peuvent dire que le référendum tient dans 30 jours. Ils peuvent dire que ça tient dans 20 jours. Et à partir du moment où on ne sait pas ce qui va en être de cette loi-là, on ne peut pas préjuger de la suite du processus. Rien n'est exclu encore pour le moment. Tout peut se jouer. Tout est dans les mains des acteurs politiques. Si la majorité parlementaire arrivait à favoriser l'organisation de ce référendum, il se poserait ensuite la question des chances du oui. Au niveau du camp qui a soutenu le pouvoir en place ou du camp qui ne l'a pas soutenu, il y a eu beaucoup de frictions, il y a beaucoup de difficultés. Les concitoyens vivent un certain nombre de difficultés au niveau des populations à la base. On a connu un certain nombre de réformes qui ont touché le cœur même des activités des populations qui peuvent être de nature à amener à voter le non. La plupart de ceux qui, aujourd'hui, quand vous discutez avec les Béninois, ils n'ont qu'à amener le référendum. Nous n'irons pas pour voter pour l'envoi, nous irons pour montrer que nous sommes mécontents de leur politique. Donc, ça peut se transformer en un vote pour manifester le mécontentement, qu'au lieu que ce soit réellement les 4 points qui sont pour lesquels on veut faire le référendum, que ce soit pour ça que les gens votent. Cependant, rien n'est joué d'avance. Dans le même temps, le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, mène un certain nombre d'activités sur le terrain. Et vous n'êtes pas sans savoir que, comme par le passé, le gouvernement actuel a repris les microcrédits aux plus pauvres avec l'amélioration de la cagnotte. Et donc, si on met les deux éléments positifs et négatifs dans la balance, les populations vont opérer le choix qui est le leur pour que le processus puisse aboutir soit à un oui, soit à un non. Mais le test querellé aurait simplement pu passer au Parlement si une toute petite précision était inscrite dans les dispositions transitoires. Dit simplement que les élections qui sont prévues de 2019 jusqu'à 2021 tiennent.
quitte à ce qu'à partir de 2026, nous puissions aller au couplage et tout le monde se sentirait à l'aise parce qu'on va renouveler notre Parlement en 2019, on va renouveler nos conseils communaux en 2020 et en 2021, on va changer de président de la République. Parce que même si c'est celui qui est là qui revient, ce serait quand même pour un nouveau mandat parce qu'il y aurait eu des élections. Mais du fait qu'il y ait manqué cette précision-là, les acteurs politiques se sont saisis de ça, ont trouvé des articles qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent créer de confusion pour montrer que si nous engageons le processus et que ça passait, en 2021, nous n'aurons pas d'élection présidentielle. Celui qui est là va aussi bénéficier de dispositions transitoires jusqu'à 2026, ce qui n'est pas normal à leur goût. Et ils ont parfaitement raison. Un argument qui pourrait peser en cas de tenue du référendum. Mais que pensent justement les citoyens désormais premiers concernés de la perspective d'organisation de ce référendum? Nos reporters en ont croisé quelques-uns et vous le verrez, leurs avis sont pour le moins partagés. Je vote oui. Je veux m'accentuer sur les points de référendum. L'institutionnalisation de la suppression de la peine de mort, constitutionnalisation de la Cour de compte, groupage des élections qui est budgétivore et la représentativité de la femme. Vous voyez, si on doit être un citoyen honnête, quelles que soient nos tendances et nos sensibilités politiques, ce projet-là doit valider l'avis favorable. Oui. Et il n'y en est pas plus que ça. Puisque après le oui, c'est un projet de développement qui s'ensuit. Ce n'est pas pour plaire au président en exercice, non. Le président va passer, ces lois constitutionnalisées vont rester et d'autres présidents vont en faire montre pour une option de développement. En ce qui me concerne, concernant le référendum, moi je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que je me dis, pour le référendum, qu'est-ce qui est vraiment ce qu'il veut nous faire ou qu'est-ce qu'il nous demande. Pour moi, il y a plein de choses qu'on a à faire mieux que de réviser la Constitution ou bien d'aller même au référendum. Donc pour moi, je suis contre. En démocratie, c'est le sujet, n'est-ce pas, qui arrive à un moment donné de la vie. Et maintenant, je crois que notre président a déjà essayé une fois de vouloir réviser la Constitution et ça n'a pas marché. Maintenant, cette fois-ci, je crois que c'est les députés, n'est-ce pas, qui ont pris cette initiative de pouvoir lancer encore, une fois encore, cette révision de la Constitution. Voilà que à l'Assemblée, comment on appelle, la loi veut que, n'est-ce pas, que ce soit un référendum, n'est-ce pas, qui va déterminer, n'est-ce pas, si ou non il va réviser ou pas. Bon, mais si c'est ça, on va donner la parole au peuple, le peuple va se prononcer sur la décision et puis il donnera son avis. Le référendum, c'est ce que nous avons, comment on appelle, souhaité. Parce qu'on a compris que ceux que nous envoyons à l'Assemblée nationale pour nous représenter ne nous représentent pas dignement. Donc pour nous, population, c'est une fierté, c'est une joie pour nous, comment on appelle, d'aller, comment on appelle, à ce référendum. Parce que ça nous permettra maintenant de nous exprimer et de dire, comment on appelle, ce que nous pensons par rapport à ça. Parce que la révision dont on nous parle, c'est des questions de développement. Je ne vois pas, comment on appelle, un point de cette révision-là qui va contre, comment on appelle, les intérêts du peuple. Les lois de règlement définitif des budgets de l'État, exercice 2015 et 2016, ont été examinées et adoptées au Palais des gouverneurs à Porto-Novo vendredi dernier. C'était l'un des derniers actes de la première session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale du Bénin. Amen Didier Humpenoudji et Romaric Devoshi y étaient. La Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale a présenté les deux rapports à la plénière qui font état de l'exécution des deux budgets de l'État gestion 2015 et 2016. L'accent a été mis dans ce rapport sur les recettes budgétaires et la réalisation des ressources de trésorerie, sans oublier les dépenses budgétaires. Le montant des réalisations de recettes budgétaires de la loi de finances gestion 2016 non compris les recettes affectées, est de 775 milliards 446 416 558 francs CFA. Le montant des réalisations des ressources de trésorerie de la loi de finances gestion 2016 est de 563 milliards 775 millions de francs CFA. Après ce rapport, les députés ont eu droit à la parole pour faire des observations et féliciter le gouvernement à cause de l'assainissement des finances publiques. Ils ont aussi exhorté le gouvernement à poursuivre avec les investissements dans le pays.
il faut vraiment féliciter le gouvernement parce que depuis 2015, il faut reconnaître que la commission donc, de finances a pris le dossier au sérieux et il a commencé par réduire l'écart. Je crois que d'ici quelques temps, je crois qu'on sera dans les normes. Je voudrais aussi féliciter le gouvernement par rapport au fait que l'assainissement qui est fait aujourd'hui par rapport au salaire. Parce que dans notre pays, il faut le reconnaître, au niveau du ministère des Finances, même il y a des gens qui sont morts, il y a des années qui continuent de prendre le salaire. On a fait la catastrophe d'une année blanche, heureusement. Et c'est pour savoir concrètement, puisque le gouvernement a expliqué que ce n'était pas possible donc, de donner suite, et nous avons compris que c'est le souci de maîtriser ce ratio. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce ratio? En faisant donc une projection, combien, à quel niveau donc serons-nous? L'effort qui est fait dans le respect des règles établies pour la présentation à temps des lois de règlement a été aussi salué par les députés. Un débat de ce genre participe vraiment à la transparence. Donc je tiens à féliciter le gouvernement qui, je le sais, a déjà transmis la loi de règlement de 2017. Et j'aurais souhaité, Monsieur le Président, que avec la loi 2019, nous profitions que cette législature arrive à adopter la loi de règlement de 2017. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanassor, représentant le ministre des Finances et celui en charge du développement, a apporté à son tour les éclaircissements nécessaires aux préoccupations exprimées par les députés. Le gouvernement fait des efforts. Toutefois, il convient de rappeler que les dépenses personnelles sont des dépenses obligatoires et incompressibles. C'est conscient de ça que le gouvernement a très tôt engagé des réformes visant à la maîtrise de sa progression. Au nombre de ces réformes, on peut citer les différentes réformes engagées depuis 2016, la bancarisation systématique des primes des fonctionnaires, le recensement paiement avec l'introduction de la biométrie, l'interconnexion des bases FUR, carrière et Sonkwe, le salaire, ont permis de réaliser en 2017, sur les prévisions initiales, une économie de 25 milliards. C'est après cette présentation des lois de règlement que le président de séance, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Gmian, a procédé à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2018. Loin de l'Assemblée nationale, la journée du mardi 10 juillet 2018 a connu la réunion de la Commission nationale de délimitation des communes du Bénin sous la présidence du ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli. Occasion pour les acteurs du processus de décentralisation d'échanger sur le projet de délimitation des communes, de faire le point des travaux en la matière et de recueillir les contributions des participants. Compte rendu, Fréjus Sewlan et Denis Marouya. Projet de délimitation de matérialisation des limites des communes du Bénin et leurs unités administratives, une préoccupation du gouvernement. C'est sur ce thème qu'ont échangé ce 10 juillet le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, les membres de l'Association nationale des communes du Bénin et ceux de la Commission nationale des affaires domaniales. Son secrétaire permanent a rappelé à l'assistance l'urgence de cette assise. L'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement sur la situation dramatique à laquelle se trouvent confrontées les populations à la base, situation caractérisée par les nombreux conflits de limites entre les communes qui, depuis l'avènement de la décentralisation, agitent notre pays. Pour instaurer une paix durable, le gouvernement a donc décidé de se saisir de ce dossier qui a échoué en 2009. Ainsi, cette année 2018, l'exécutif a inscrit au programme d'investissement public PIP au budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale un crédit de 500 millions destiné à réaliser l'étude de faisabilité du dit projet. Le ministère de la décentralisation a en autre action déjà organisé le 6 mars dernier une réunion avec les ministères sectoriels. Laquelle rencontre a abouti à la mise en place d'un groupe technique de travail qui a fait les diligences nécessaires, ayant abouti à sélectionner 3 cabinets parmi lesquels sera choisi un pour réaliser l'étude de faisabilité du projet.
Toutes ces démarches ayant été effectuées, il ne restait plus qu'au ministère de la décentralisation de discuter avec les principaux acteurs et bénéficiaires que sont les maires du Bénin. Ces derniers, après une communication sur le dossier, ont chacun apporté leur contribution. En somme, ils sont prêts à accompagner le gouvernement, a déclaré Lucas Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Déjà au niveau des quartiers, on est incapable de connaître les limites. Au niveau des arrondissements, encore moins. Au niveau des communes, n'en parlons pas. Nous leur avons dit que notre souci est que le travail se fasse réellement. Parce que ce n'est pas aussi facile comme travail. Ça nécessite beaucoup d'attention, ça nécessite beaucoup de doigté. Il faut encore merci au gouvernement, merci au ministère. Je prends l'engagement que les maires, les élus locaux, à tous les niveaux, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement et les maires joueront leur partition pour que nous puissions régler cette question pour de bon. Quant au ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli, il s'est réjoui de l'harmonisation des points de vue et assuré la bonne conduite du projet. À partir de maintenant, nous sommes en phase et nous allons travailler la main dans la main pour que les bonnes solutions soient trouvées à ces problèmes, à ces conflits qui ne permettent pas à nos collectivités territoriales d'évoluer dans des conditions normales. Et sur ce mot que je voudrais déclarer clos les travaux de notre rencontre de ce matin. Une fois encore, merci beaucoup. La séance est levée. Autorités centrales et décentralisées se sont donc inscrits dans une même dynamique pour éradiquer les conflits qui naissent de la non-limitation des communes. Les travailleurs de l'Institut national de recherche agronomique du Bénin, INRAB, sont mécontents. Ce lundi 19 juillet 2018, ils l'ont fait savoir à travers un sit-in dans l'enceinte de l'Institut. Leur objectif, dénoncer un certain nombre de pratiques tendant selon eux à humilier les travailleurs et la non-satisfaction de leur plateforme revendicative. Au terme de cette manifestation, Anissé Sanyidjo, porte-parole de la Fédération des syndicats du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a lu une motion de revendication reçue ensuite par le directeur scientifique de l'Institut. Nous vous proposons ici un extrait de leurs déclarations respectives au micro de Laurent Toneinkes et Denis Marouya. Nous, travailleurs de toutes les structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sous la bannière de la Fédération des syndicats des travailleurs du MAEP, conformément à la résolution de l'Assemblée générale du lundi 25 juin 2018, décidons en toute conscience de protester contre ces agissements machiavéliques et inhumains. Nous exigeons, allais-je dire, la liberté syndicale partout, toujours et sans condition. La planification de la résolution des problèmes exposés par les représentants de la MAEP à l'audience du 5 juillet 2018. La participation des représentants des travailleurs au comité de gestion et de direction des CRA. L'organisation de formation au profit des nouvelles recrues mises à disposition de l'IRA par le MAEP en 2018. Le rappel des arriérés de frais de carburant et d'entretien des motos. La dotation des CRA, des services de gestion des ressources humaines et de planification et de suivi et évaluation. Et aussi, nous lançons un vibrant appel aux travailleurs de l'INRAB en les invitant 1. À plus de conscience professionnelle, de probité, d'éthique pour une bonne performance de l'Institut. 2. À l'engagement réel pour la défense des intérêts collectifs des travailleurs. 3. À dénoncer toutes les tentatives d'intimidation et de dilapidation des ressources dans les structures afin que les nouvelles structures installées ne soient pas liquidées pour des raisons de mauvaise gestion. Au nom du directeur général de l'INRAB en mission à l'extérieur du pays, je prends acte de votre motion et de votre mouvement. Je rendrai fidèlement compte de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été dit. Un communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avant de mettre un terme à cette édition. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les professionnels des médias qu'il a lancé un appel à candidature pour le renouvellement des cartes de presse déjà expirées.
Les professionnels des médias concernés par le présent communiqué sont les journalistes et les animateurs en langue nationale, les photojournalistes ou reporters d'images, les techniciens de l'audiovisuel, les monteurs audiovisuels et les rédacteurs graphistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de la profession et qui en tirent le principal de leurs revenus. Sont aussi concernés les professionnels des médias admis à la retraite s'ils en font la demande, les correspondants permanents béninois exerçant sur le territoire national pour le compte d'un organe de presse étrangère et les correspondants permanents non béninois exerçant sur le territoire national et bénéficiant de la carte d'accréditation. Les professionnels des médias désireux de postuler au renouvellement de leur carte de presse sont invités à introduire un dossier auprès de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en 2 exemplaires, dont un original. Le dossier pourrait être déposé au service de la carte de presse au 4e étage, à l'annexe de l'institution à Guinkomé, dans les antennes régionales de la RAC, à Alada, Abomey, Lokossa, Parakou et Natitengu. Composition de dossier pour un renouvellement de la carte de presse. Le requérant ou la requérante doit fournir une demande de renouvellement adressée au président de la RAC. La demande indique ses qualifications professionnelles et précise que le journalisme est bien sa profession principale et qu'il en tire l'essentiel de ses revenus. Elle doit également comporter l'engagement du requérant ou de la requérante d'informer la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en cas de changement d'activité. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, l'ancienne carte de presse, un récépissé des droits d'établissement de la carte fixé à 5 000 francs CFA à retirer à la direction administrative et financière de la RAC à Cotonou ou dans les antennes régionales de la RAC à Abomey, Alada, Lokossa, Parakou et Natitengu. Il faudrait également une attestation de travail signée de l'employeur précisant l'activité du postulant et ses qualifications professionnelles. Une déclaration sur l'honneur appuyée d'une attestation de l'un des employeurs du secteur de la presse pour ce qui concerne les pigistes. 2 photos d'identité et non pas des photos bijoux. 2 photos d'identité clôturent le dossier. La date limite de dépôt de ces dossiers est rigoureusement fixée au vendredi 3 août 2018 à 18h précise. Aucun dossier ne sera reçu après ce délai. Merci à tous. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Continuez à suivre nos informations sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À bientôt.